livre très, très riche et très intéressant. Et un témoignage aussi c'est toujours intéressant de voir l'édition des magistrats sur ces questions. Il a dit ce fait aussi, et c'est sans doute lui d'avoir avec elle des représentants de la magistrature. Et nous continuons donc avec un autre magistrat, donc Jacques Martinon, la nouvelle génération des magistrats. Il a déjà une carrière longue devant lui, puisqu'il a été pendant plusieurs années juge d'instruction au tribunal en instance de Ligny, secrétaire général de la LFMI, l'association des magistrats citoyens, c'est ça. Et il est actuellement magistrat à la mission contre la corruption et la cybercriminalité, à la direction des affaires criminelles et des grâces. Donc nous avons un très très bon connaisseur des questions de cybersécurité, de droit du numérique, donc à Jean Servi. Monsieur Martinon, qui est un personnage passionnant pour connaître toutes sortes de sujets. Est-ce que je peux me dire que vous êtes devenu informatique, vous avez avoué par la passion des jeux vidéo, la nouvelle génération des jeux vidéo, et je crois que c'est intéressant, c'est une chance peut-être de la les systèmes. Donc, monsieur Martinon de parler, c'est un sujet peut-être un petit peu étroit par rapport à vos compétences de la question des méthodes de cryptage sur les questionnaires. Merci beaucoup, Jacques. Merci pour cette belle introduction. Je suis vraiment en fait, il est restreint le champ sur un petit ordinaire, mais sur le chiffrement, sans forcément d'ailleurs beaucoup parler de rançon officielle. Je vais juste d'ailleurs évacuer en introduction. Vous avez évoqué un petit peu ce matin pour information, j'ai rédigé la dépêche de la BSCG l'année dernière, juste avant la campagne de Pétia. Certains ont dit que j'avais une petite coupe de cristal. Pourquoi? Pour s'entraîner tout simplement le traitement pénal de violence officielle au parquet de Paris, qui a été évoqué tout à l'heure, le parquet de Paris, compétence nationale de concurrence en matière de stade. C'est une raison supplémentaire pour évidemment porter plainte lorsque les entreprises dans les PME, puisqu'on en voit certaines qui se sont mis la clé sous la porte suite à des rançons officielles. On a des courriers de policiers assez émouvants, la PME suite à rançon officielle, licencier personne, c'est toujours assez difficile. Beaucoup de questions qui peuvent naître en conséquence, à la fois sur le volet peut-être d'assurance cyber sur ce spécifique, et puis on parlait tout à l'heure de rapport de Tracfin. Alors vraiment c'est un excellent rapport, il y a 10 pages sur que j'ai dévoré. Ce qui est assez amusant, c'est de voir qu'en fait les banques ont la notification à Tracfin de certaines PME qui achètent des crypto-monnaies, on se demande pourquoi ils mangent se mettre à acheter des bitcoins, mais tout simplement c'est pour payer l'enseigne. Et donc vous avez par Tracfin et les banques l'identification de type rançon officielle. Donc il y a sans doute quelques sujets à ce niveau-là. Alors, l'impact du chiffrement informatique dans le domaine pénal. Alors, c'est un sujet relativement sensible, mais on va essayer de le traiter de manière adulte, entre guillemets. Alors, je fais un petit disclaimer. La présentation, vous avez le plan à l'écran. Surtout, les étudiants ne vont pas devoir me suivre. Pourquoi? Parce que ça va être extrêmement déséquilibré. Vous avez pas une partie qui va être énorme, et la deuxième partie qui va être un peu plus congrueuse, je pense, par rapport aux tailles. Mais bon, même pour en pardonner par avance. Alors, la première partie, c'est ce qu'on appelle le going dark. Alors, qu'est-ce que c'est que ce gros mot? C'est tout simplement un concept qui a été largement théorisé et répandu chez les experts en cybercriminalité en partie de 2009 par le FBI. Elle a commencé à avoir des difficultés dans ses enquêtes à obtenir un certain élément de preuve. Alors, effectivement, je vais focaliser sur l'aspect judiciaire. Il faut savoir que tous les services d'enseignement ont eu également des difficultés dans l'accès à la preuve aux éléments d'enseignement. Il y a toujours cette difficulté de bien distinguer ce qui peut correspondre au judiciaire et ce qui correspond au monde du renseignement. On a donc parlé de going dark. Alors, le going dark, ça va devenir aveugle, grosso modo, et le going dark va prendre plusieurs formes. Globalement, puisqu'on va parler du chiffrement et des éventuelles conséquences négatives, il faut quand même rappeler, c'est une évidence, mais que le chiffrement, évidemment, est avant tout des clés de la cybersécurité. Ce que vous avez senti déjà, avec un joli petit logo INSI, d'ailleurs, ça viendrait. On a vu des exemples tout à l'heure sur les notifications à la clé, sur les différentes obligations de cybersécurité, que ce soit des OSE, des OID ou autres. Évidemment, chiffrer les données, c'est une des manières, il n'y a pas que ça, mais c'est une des manières.
de sécuriser les données. Cela étant dit, dans les enquêtes pénales, puisque c'est un petit peu ça mon angle d'attaque, ça a été dit tout à l'heure, j'ai été d'instruction pendant plusieurs années, pendant 7 ans précisément. Et bien j'ai vu l'évolution et l'impact du chiffrement dans les enquêtes. Concrètement, alors les enquêtes, ce n'est pas des cyberattaques, puisqu'en fait j'ai été d'abord à 110 dans l'Oise pendant 5 ans, j'ai fait un en 2 ans, c'était surtout du meurtre, du viol, de l'écophilie, tout un tas d'infractions, entre guillemets, classiques. Et bien, dans ces dossiers-là, vous avez de plus en plus d'éléments de preuve numérique. Et la preuve numérique, elle est de moins en moins sur le territoire français et elle est de moins en moins en clair. Et donc, vous pouvez mouiller beaucoup d'instructions pour aller récupérer les éléments de preuve pour trouver qui pourrait être mis en examen, à la dans une innocence, et qui peut éventuellement être innocenté. Donc, c'est quand même des sujets extrêmement clairs et avec des conséquences tout à fait nettes. Alors, premier aspect, le chiffrement que vous avez d'ailleurs le plus évident pour vous, qui va être décomposé en 2 morceaux. Alors, vous avez le chiffrement des communications. Alors, des petites images, ça vous parle, avec le gros de télégramme. Lorsque vous faites un appel classique, avec des réseaux comme Orange, etc., évidemment, vous avez la possibilité de sur écoute, encore une fois judiciaire, c'est possible aussi en ce moment, mais je garde mon propos sur le judiciaire, tout simplement parce que vous avez des branchements techniques, sans parler en détail, qui permettent de faire ces champs-là. Lorsque vous communiquez sur WhatsApp ou Messenger, c'est un peu différent. Tout simplement parce que ces acteurs, alors, on appelle over the top, en bon français, acteurs par consentement, ne sont pas assujettis également aux mêmes obligations que les opérateurs de téléphonie classique. C'est maintenant ça. Et donc, par définition, vous avez une difficulté à ce niveau-là. Pourquoi et d'ailleurs, les Belges, je vous en parle parce qu'il y a un arrêt pour les questions belges qui va tomber, je pense, bientôt, sur Skype, puisque Microsoft, qui a rajouté Skype, a été condamné pour ne pas avoir mis en place une niveau téléphonique de l'institution belge. Skype a fait 2 fois, et là, ça arrive maintenant devant le Cour suprême. Donc c'est un élément assez intéressant. Une des réponses, alors oui, pour détailler un petit peu ce que c'est, sans être trop technique, parce que je ne vais pas avoir le temps. Il y a plusieurs types de chiffrement. Il y a maintenant ce qu'on appelle le chiffrement de bout en bout, alors end-to-end encryption. Vous avez, je sais pas si vous utilisez WhatsApp dans les salles, sur mes têtes. En 2016, WhatsApp est passé en chinois de chiffrement de bout en bout. J'ai reproduit là, sur l'écran le petit message que vous avez. Vous pouvez tout d'ailleurs vérifier en temps réel. Ça veut dire grosso modo qu'effectivement, il n'y a pas de point clair entre A et B, et que, eh bien, en théorie, du moins, vous ne pouvez pas intercepter les messages. Alors, c'est parfois d'ailleurs plus compliqué que ça, puisque toutes les implémentations des protocoles de chiffrement sont plus ou moins bien faites. Le schéma, alors ça va être un peu petit, je pense, sur l'écran. Ouais. C'est un peu petit pour vous, mon Dieu. Là, c'est un schéma d'illustration, mais sur une messagerie, en l'occurrence, c'est Caramel à l'époque, qui a fait un truc assez clair. C'est simplement, je ne vais pas vous préciser trop, mais il y a des clés publiques, clés privées, et c'est ce qu'on appelle en fait du chiffrement asymétrique, qui permet d'échanger de manière confidentielle donc, entre les 2 personnes. J'en vais faire, j'ai accéléré. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le code pénal, dans le code de procédure pénale, pour éventuellement s'occuper de cela? Alors, la captation de l'informatique, c'est le nom de la technique qui est prévue à l'article 706-102-1 du code de procédure pénale. Cette technique a été créée par la loi de 2011. Il y a maintenant 7 ans. Donc, je reste ancien. Et en réalité, ce n'est qu'en 2018 qu'on a créé un service national spécifique qui s'appelle le STNCJ, le Service national d'évaluation judiciaire, au sein de la direction technique de la DGSI pour mettre en place cette technique d'enquête. En lien avec une agence du ministère de la Justice qui s'appelle l'ANTJ, l'Agence nationale des techniques numériques judiciaires. C'est le texte, si vous avez la possibilité de le lire. Eh bien, pour l'expliquer concrètement, c'est la manière de prendre possession d'un tableau informatique. Donc, ça peut être un ordinateur, ça peut être une box internet, ça peut être un smartphone. Voilà. Parce que le concept de cette technique spéciale d'enquête, on est sur une espèce de, je dis souvent d'écoute téléphonique 2.0, c'est évidemment techniquement complètement aberrant, mais vous voyez que le but, c'est
Une technique qui est particulièrement invasive, qui doit donc être extrêmement contrôlée. Alors il y a différentes conditions très strictes et des types de données qui sont énumérés dans le texte. Je ne vais pas vous le lire ici, mais vous pourrez toujours vous y reporter. La difficulté principale de cette technique, alors j'ai mis du Goware, en fait, si vous allez sur Google, on appelle ce genre de logiciel, vous connaissez l'expression spyware, logiciel espion, et donc lorsque ces spywares sont développés pour les États, par les États, on appelle ça des Goware. L'expression couvre non seulement son renseignement, en la NSA, des Goware, etc. Donc, si vous allez sur les sites, ou si vous lisez les documents CIDON, vous comprendrez tout ça, et vous avez également des logiciels, en théorie, pour le logiciel. Cette technique ne pourra pas sans doute avoir la même ampleur que les écoutes téléphoniques, nous sommes sur des volumes beaucoup plus importants. Pour vous donner une petite aperçu de ce qu'on peut trouver sur Internet, ce document, vous le trouvez en source ouverte sur une société qui s'appelle Zerodium. Zerodium, pourquoi ce nom? Tout simplement parce que ça fait référence à ce qu'on appelle des 0D. Alors, les spécialistes en cybersécurité vont comprendre, une 0D, c'est une faille informatique qui n'est pas connue des développeurs. Par définition, si elle n'est pas connue, elle ne peut pas être corrigée. Les failles 0D font l'objet d'un marché gris actuellement au niveau mondial. C'est une société qui est installée aux États-Unis et qui concrètement rachète les trouvailles de chaque chercheur pour le vendre à des acteurs notamment étatiques. Et vous voyez en haut à droite, vous connaissez peut-être Apple iOS. Ça vous parle? Tout simplement, c'est le système de votre iPhone. Et donc, vous voyez que le prix d'une 0D sur iPhone, c'est 1,5 million $. La taille. Donc, on peut imaginer, évidemment, la difficulté d'acheter, de trouver ces différentes failles sur le marché mondial. Alors, je ne vais pas pouvoir développer toutes les questions qui sont liées à ça, mais si vous êtes curieux, vous pouvez apprendre ces éléments, notamment sur ce site. Deuxième catégorie de chiffrement, c'est le chiffrement des disques durs. On n'est pas sur le chiffrement des communications, mais sur le chiffrement, encore une fois, des terminaux eux-mêmes. Alors, je vais simplement, avant d'aborder ça, parce que j'ai mis un point, j'ai parlé tout à l'heure de Skype, de Telegram et de WhatsApp. Il y a d'autres techniques pour communiquer de manière chiffrée, et pour vous parler d'un dossier qui est maintenant qui doit être terminé, c'est quand même quelques années, concernant des policiers corrompus. Ils utilisaient des BlackBerry préparés en PGP, c'est un autre type de chiffrement, et pour attraper et identifier ces policiers, il a fallu 9 mois d'enquête, 30 écoutes téléphoniques, l'interception de fax, la pose de micro et la pose d'une caméra dans des commissariats pour identifier les deux personnes. C'est assez lourd, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, concrètement, c'est ça. Lorsqu'on y va avoir la preuve d'une certaine manière, on va multiplier les autres techniques laboratoires en myriades, soit en 20, et quelqu'un aura découvert ça pour rien, soit en myriades, mais de manière quasi disproportionnée. C'est-à-dire qu'on doit, encore une fois, si vous ne pouvez pas avoir un petit peu direct, multiplier les possibilités indirectes, et c'est extrêmement compliqué, et c'est extrêmement onéreux. Dans les affaires qui nous occupent, vous avez entendu parler en 2016 du conflit entre Apple et le FBI dans une affaire en lien avec donc San Bernardino. Bon, j'ai mis le lien de la présentation que vous l'aurez, vous pourrez avoir tout le détail. Comment ça s'est fini? En fait, le FBI a acheté une faille, une société pour pouvoir rentrer effectivement dans ce modèle d'iPhone, c'est un iPhone 5C, pour un prix relativement élevé, et donc Apple n'a pas fourni les données dans cette affaire terroriste. La difficulté principale, c'est évidemment le coût cumulé du recours pour tenter d'ouvrir ces téléphones. Alors, en France, on a pu créer un centre qui s'appelle le Centre d'Assistance, qui également est dans le giron de la direction technique de la GSI, et qui peut être requis par le juge, le procureur, pour mettre en clair cette expression les données qui sont dans par exemple, les téléphones qui sont saisis en temps. Sans
rentrer dans les cas qui sont d'ailleurs classifiés, le centre d'assistance est évidemment de plus en plus sollicité, et vous comprendrez bien, puisque dans quasi toutes les affaires, si vous voulez investiguer sur les personnes, eh bien, vous êtes assez fortement tenté de regarder ce qu'il y avait dans leur téléphone. C'est énormément de belles informations. Donc, on assiste à une véritable explosion en termes d'enquête, et les avocats également dans la salle peuvent, je pense, attester. L'analyse, voire l'expertise des téléphones est quelque chose de tout à fait fondamental. Alors, je vais passer à je sais pas combien de temps il me reste du coup au niveau du timing. Bon, j'aurais vraiment un petit travaux pour enfin, je vais passer vers là dans ce sujet. Vous avez l'illustration classique de l'iceberg, vous savez, alors le web classique, c'est le au-dessus de l'eau, c'est-à-dire ce que vous pouvez trouver sur Google, Wikipédia et compagnie. Le site web, c'est la plus grosse partie du web, et qui n'est pas en fait référencé par les moteurs de recherche. Vous avez notamment des documents scientifiques, des choses d'université, etc. Et puis vous avez tout en dessous, ce qu'on appelle le dark web, bon, pas de définition très précise, mais ce sont des réseaux privés de communication, dont certains d'ailleurs sont utilisés de manière, à mon avis, assez légitime, en bénéficie de opposants politiques, ou encore des journalistes qui souhaitent échanger de manière confidentielle sur des éléments, par exemple, qui seraient en provenance de lanceurs d'alerte. Mais vous avez évidemment une partie de la délinquance qui utilise ces réseaux. Donc vous en avez tout un tas, c'est une myriade de darknet. L'exemple que vous avez, c'est une photo que j'ai prise moi-même d'ailleurs. Le cadrage n'est pas idéal, bon, est-ce qu'on peut. C'était une conférence à Europol. Alors qu'est-ce que vous avez à l'écran? Vous avez des données qui sont produites par un service américain dont le but, en fait unique, est de traquer le commerce des armes de destruction massive sur les darknet. C'est-à-dire qu'ils s'occupent que de ça. Donc le premier, c'est un peu petit pour moi je pense, mais le premier camembert entre guillemets, le prix, les 25%, ce sont des matières radioactives nucléaires. Donc, vous pouvez acheter du matériel radioactif ou nucléaire sur le marché. 70% de chimie, qui sont ensuite précisés. Vous avez 60% de grenades, 17% de détonateurs, 19% de syntaxe, etc., etc. Et puis c'est 4. Une grenade sur le marché américain, c'est $300. $300, c'est relativement apporté, malheureusement, du terrorisme moyen. Le réseauteur, dans un vraiment très simple schéma, vous voyez, c'est le lien avec le chiffrement, qu'en réalité, il est bâti de telle manière qui permet un relatif anonymat à cet utilisateur, avec tout ce qui est en vert, c'est chiffré, et simplement quand on sort du réseau, eh bien, là, c'est la partie qui n'est pas chiffrée. En quelques mots, qu'est-ce qui différencie la lutte contre la criminalité des darknets en particulier? Eh bien, on en parlait tout à l'heure, ce sont les techniques spéciales d'enquête. Un point important, c'est notamment l'enquête sous pseudonyme. Alors, l'enquête sous pseudonyme, actuellement, vous avez 4 à 5 régimes juridiques distincts, et dans la loi qui est en cours de discussion à l'Assemblée et au Parlement, eh bien, on va fusionner tous les régimes pour faciliter justement le recours à cette technique qui est complètement essentielle dans cette nouvelle criminalité. Je vous ai mis l'exemple en dessous des Pays-Bas, puisque les Pays-Bas sont allés extrêmement loin dans la lutte contre les darknet, et ils ont même pu administrer en plusieurs semaines un darknet. Ils avaient pris le contrôle de darknet, ils avaient modifié les clés BGP, ils avaient supprimé les photographies notamment des dealers de drogue pour les forcer à réuploader des photos. Et alors ce qui est assez amusant, c'est que tous ne sont pas des assauts informatiques, et donc ils ont réuploadé des photos avec les coordonnées GPS en état de table. Donc vous aviez à 5 mètres près l'adresse du coup des dealers, assez impressionnant comme technique. Alors autre particularité, c'est qu'il y a très vite. Parfois aller très très vite lorsque vous avez un serveur, par exemple, qui a migré dans les 24 heures, et bien évidemment il faut un petit peu anticiper la chose. Un autre point amusant, c'est sur les techniques d'interpellation. Grosso modo, dans des dossiers classiques, vous allez interpeller les gens à 6h du matin, vous devinez qu'ils ne sont pas passifs,
sont endormis, et puis pour pouvoir, je dirais, gérer ça tranquillement. Dans les dossiers de cyber, l'essentiel, c'est pas tellement l'humain, en fait. L'essentiel, c'est l'ordinateur. Et donc, ce que vous voulez, c'est l'ordinateur qui est ouvert. Donc, vous n'allez pas faire votre partition à 6h du matin, vous allez le faire à 11h30. Voilà. Le hacker, il a eu le temps de se lever, ça rentre, il fait son petit café, il allume son PC, il login, là vous tapez. Et là vous tapez, vous avez évidemment l'ordinateur qui est ouvert, et avec les policiers, vous avez déjà les forensics qui se branchent tout de suite sur la machine, et c'est ce qu'on appelle Live Data Forensics, qui est une spécialité maintenant, assez particulier. En post il y a des chiens d'attaque pour éviter que les gens puissent loguer off leur ordinateur, donc c'est toute une logistique, et véritablement, notamment les pilotes sont excellents sur ce UAV aussi. Alors, quelques minutes sur les crypto-monnaies. Bon, c'est beaucoup à la mode. Pour information, j'en ai un séminaire le 1er février à Paris, donc c'est pas ouvert, en tout cas, il y aura peut-être des éléments ensuite qui sont récupérés, enfin, si les gens intéressés vont contacter par la suite. Je peux pas vous faire un exposé de blockchain, mais sachez qu'en fait, chiffrement et blockchain, il y a également un lien. Ça va d'ailleurs authentifier les transactions. La blockchain est intéressante parce que c'est une espèce d'énorme registre. Il faut voir ça comme un registre de transactions. Et donc, si pour un humain ça n'a pas le son, vous pouvez tout simplement, pas simplement, mais vous pouvez, avoir des logiciels d'exploitation de blockchain pour recréer des transactions. Alors là, c'est un exemple d'une boîte de américaine, dont j'ai d'ailleurs rencontré le créateur, Chainalysis, il y en a d'autres sur le marché, c'est pas pour la publicité, mais je vais vous donner un exemple simplement. Eh bien, vous voyez les signes en rouge là, NotPetya, Loki, WannaCry, vous allez avoir quelque chose, ce sont en fait des rançongiciels. Et les rançongiciels, vous payez en Bitcoin. Et donc ensuite, vous pouvez lancer des traitements des logiciels sur les blockchains, essayer de comprendre toutes les transactions qui remontent vers les différents portefeuilles et les différentes plateformes, et donc recréer un petit peu, finalement, tous les transferts financiers par les collectifs. Donc c'est un petit peu, et ce qui est en bleu, ce sont les plateformes d'échange. Toutes les crypto-monnaies ne se valent pas, on a beaucoup entendu parler de Bitcoin, puisque c'est la plus connue. En réalité, il a publié à l'heure où je parle. L'année dernière, on a connu un boom incroyable qui s'appelle les ICO, les Initial Coin Offering, avec des versions d'arnaque, puisqu'on a plusieurs centaines de millions de dollars qui ont été évaporés par le escroc. Je ne vais pas pouvoir développer, mais sachez que c'est tout à fait préoccupant. Le Bitcoin est facilement traçable, le Monero beaucoup moins, tout simplement parce que la blockchain n'a pas toute l'information. Donc, on va imaginer que certaines crypto-monnaies seront préférées par les cybercriminels qui désirent être pseudonymes. Un petit phénomène amusant, c'est le cryptojacking. Alors, ce que ça veut, c'est qu'en fait, vous connaissiez le rançongiciel, le logiciel qui va crypter votre disque dur, vous allez donner des bitcoins pour qu'on vous déchiffre, c'est de la chance. Là, c'est un logiciel qui va voler votre puissance de calcul, soit du CPU, soit du GPU, pour aller miner, forger, ça dépend de la crypto, en l'occurrence, CoinHash pour le Monero, pour aller miner, en fait, on vole la puissance de calcul. Quand c'est mal réglé, d'ailleurs, ça peut éventuellement griller votre ordinateur. Les premières versions étaient un peu agressives. Depuis, ils ont baissé le niveau de l'utilisation du processeur. Et pour la victime, c'est relativement transparent. Vous ne vous rendez pas forcément compte si 20% de votre processeur, en fait, est utilisé en ajoutant à autre chose. Donc ça, c'est quelque chose d'assez créatif, et typiquement, c'est le phénomène cyber de 2018, c'est le cryptojacking. Alors, quelques éléments quand même intervenir avec la lutte en France. 5 minutes, ok. Alors, je vais aller vite du coup, sachez qu'on est en train de mettre en place des plateformes. Alors là, c'est vrai qu'elle existe déjà. C'est pour les usages frauduleux sur carte bleue. On peut aller sur un site et du coup, il y a un site de détecter cela. C'est pas pour quelqu'un de faire un signalement à la gendarmerie. TZ, ça arrivera plus tard. La loi des messages, Myriam tout à l'heure en a parlé, donc là je vais accélérer. Et on va laisser quand même 4 minutes pour la deuxième partie. Les débats, les questions. Alors, je ne vais pas aujourd'hui, je demande des cours, donner clairement
la position du gouvernement français sur cette question, puisque c'est extrêmement compliqué, mais de voir un petit peu comment ça se passe au niveau mondial. Essentiellement, la Commission européenne, qui a commencé à réfléchir depuis maintenant 2-3 ans sérieusement à cette question. D'ailleurs, entre nous, si j'avais pas donné mon engagement aux organisateurs, je serais aujourd'hui pour une réunion de la Commission nationale de chiffrement. Donc voilà, si voilà, ce défi qui un jour peut-être. La Commission européenne n'est pas forcément tout à fait allant pour légiférer sur ces questions, et d'ailleurs c'est pas forcément évident de légiférer. Vous avez les organismes, on a parlé tout à l'heure d'Europol et d'Eurojust, qui sont basés à La Haye et qui parfois peuvent donner quelques aides techniques sur cette application. Donc on peut penser peut-être que Europol puisse avoir quelques capacités renforcées pour aider au déchiffrement, puisque parfois il faut, par exemple, des choses de calcul extrêmement élevées pour tester certains codes. On peut aussi envisager une meilleure synergie entre experts européens pour faciliter un peu la connaissance sur ce sujet. Il faut évidemment que les cryptologues puissent discuter entre eux. Et je rappelle vraiment succinctement une ligne rouge qui a fait l'objet de déclaration publique, je peux la rappeler, d'Europol et de l'ENISA. Alors l'ENISA, c'est un petit peu l'ANSI européenne, je schématise, mais c'est quand même ça l'idée. De l'ENISA, à propos des fameuses backdoors. Alors, les portes de derrière, les backdoors qui sont des. Alors, les définitions sont multiples, mais grosso modo, c'est un moyen de prendre le contrôle d'un logiciel, d'un système à l'insu utilisateur, mais dès la base. Et donc, Europol et l'ENISA ont fait une déclaration où ils estiment que pour eux, les backdoors affaiblirait le chiffrement et augmenterait la surface d'attaque posée de malicieux, ce qui aurait des implications bien plus larges pour la société. Donc, on voit qu'il y a une question de la pesée d'intérêt entre évidemment trouver des solutions pour permettre l'accès à la première ligne dans un dossier qui nécessite, avec les garanties judiciaires évidemment, ou des garanties équivalentes pour le renseignement, et puis en même temps, eh bien, ne pas fragiliser tout l'écosystème en termes de cybersécurité. Pour les autres acteurs, j'ai fait un petit clin d'œil, je ne sais pas s'il va encore là, mais c'est évidemment ce matin, voilà, c'était fait avant, donc comme quoi les grands se rendent compte, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que c'est voilà, ça commence un article de Marquez du 4 septembre 2018, et qui reprend des choses qui étaient un peu connues chez nous. Donc les Five Eyes, alors tout le monde ne connaissait pas ce que c'est les Five Eyes. Je pense qu'il n'y a que les parano, les sociétés de cybersécurité qui connaissent. D'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment un et Bon, Wikipédia vous dira plein de choses intéressantes. Les Five Eyes, ce sont une alliance d'États, qui sont d'ailleurs officiellement plus alliés de la France, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, États-Unis, qui eh bien, lancent depuis quelques mois ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire une sensibilisation à l'échelle mondiale pour tenter eh bien, de faire progresser l'idée d'un chiffrement responsable. Je vous laisserai lire l'article, mais c'est intéressant évidemment de poser le débat. Certaines inquiétudes évidemment peuvent surgir sur la méthode, c'est-à-dire poser le constat, c'est déjà une chose. Après, quelles sont donc les solutions possibles? Il n'y a pas vraiment de réponse à l'heure actuelle, parce que ce n'est pas un sujet simple, mais clairement, les États-Unis, je dirais, ont repris le dossier du chiffrement d'une certaine manière, et les esprits chagrins et ou malins, ils verront un lien avec la loi récente du Cloud Act, qui permet l'accès à la preuve, quel que soit son lieu de stockage. Voilà. Merci beaucoup, je suis désolé d'avoir cessé de lire le temps, je ne sais pas que les mêmes intervenants soient défavorisés. On va faire une très courte pause pour les gars qui nous attendent, on reprend dans 5 minutes. Tu veux poser une question là? Alors, on va laisser ça. On va quand même quelques questions. Et bien, parce que si tu ne prends pas le micro, ça ne sera pas sur l'enregistrement.
Merci pour la lecture. J'ai une première question pour Myriam qui a évoqué le cas de démocratie participative en vie. Je ne suis pas trop début de la justice est heurtée, c'est un avocat judiciaire ainsi de globe. La justice est heurtée à un mur, c'est celui de Cloudflare. C'est qu'il a fait écran avec les véritables serveurs. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'imagination à l'Assemblée nationale pour essayer de trouver des procédures, pour augmenter aussi le niveau des compétences et de renseignement et judiciaire. Et est-ce que finalement c'est pas extrêmement frustrant de voir des procédures aussi bien taillées avec un développement de moyens se heurter à ce mur technique qui est utilisable avec un bon doigt? C'est la première question, j'enchaîne avec la deuxième question. Voilà, donc la question est tout simple. Le statut de Skype, justement, a été l'objet de beaucoup de littérature en France. Je crois qu'il y a eu un petit prise contre Skype et l'ARCEP pour savoir si effectivement Skype peut être qualifié d'opérateur. Là, actuellement, on a un projet de loi qui vient lutter contre la surtransposition de directive européenne et qui vient faire sauter l'obligation de déclaration de l'ARCEP. Est-ce que ça change quelque chose pour les capacités d'échange entre les pseudo-opérateurs et le judiciaire administratif change? Merci. Merci, Marc. Alors, avant d'aborder le cas de Skype et des corps de l'ARCEP, sur l'affaire démocratie participative, alors effectivement c'est une bonne difficulté. Pour remettre effectivement des éléments complexes, même si c'est déjà été dénoncé, c'est un site qui a fait l'objet d'une procédure judiciaire, alors il y a une enquête, qui a eu, je dirais, qui heurtait un mur en termes d'identification des auteurs, notamment parce que l'hébergeur n'est pas tout à fait clairement identifié, puis vous avez ce service curriculaire qui est un petit peu interface. Et donc là, on était un petit peu bloqué. Ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est que le parquet de Paris a du coup changé, je dirais, son fusil d'épaule et a fait une action en référé civil contre les fournisseurs Internet, tous les fournisseurs Internet. Je suis en train de la décision du coup qui a été commentée. Tous les fournisseurs Internet avaient un délai, je crois que je n'ai pas vérifié ce matin, mais je pense que c'est déjà bloqué. Vous vérifiez avec votre smartphone. Moi je vais dire pour ceci, mais enfin, c'est des mots qui sont assez faits. Pour bien bloquer l'accès à ce site. Maintenant, ce site, il a un double nom sur le corps. Il a une enclave sur le réseau social des contacts. Il a également visiblement changé d'extension. Ça rapproche de la petite noire. Donc, il y a non seulement la difficulté pour venir à la question sur Cloudflare. Donc là, je pense qu'il y a un sujet sur les projets de règlement e-evidence. Alors, je sais que c'est un peu technique. E-evidence, en fait, c'est un cocktail de directives et de règlements en termes de négociation à Bruxelles, qui sera adopté d'ici mi-2019, et qui est censé faciliter l'obtention de la preuve. Et certains débats, notamment EDPL et Cloudflare, pourraient, parce que c'est assez complexe à analyser, être intégrés dans e-evidence et du coup, le texte, ce serait une des clés, je pense, à court terme, de ce genre d'instrument européen, parce que c'est quand même plus facile de pouvoir négocier au niveau européen sur des acteurs de ce type. Sur la deuxième question, concernant Skype, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a une excellente décision de mémoire, c'est l'IPPT, c'est l'arcep belge, il y a 3 ans, qui en fait distingue Skype d'un sous-service qui s'appelle Skype Out. Et le Skype Out, en fait, se termine sur la maison téléphonique, sur le numéro téléphonique. Donc, au sens libéral, c'est un. Ouais, du coup, c'est un number-based OTP et pas un number independent. Et en fait, le nœud d'affaires, c'est ça. C'est entre les number independent et number-based. Et il y a un projet de code européen des postes d'exécution qui est en cours de négociation avec des obligations ou pas. Vous avez également un lien avec la directive règlement e-privacy, qui est encore un autre texte. Donc voilà, c'est en cours d'analyse, mais c'est assez complexe. Et effectivement, déjà on verra ce que dira la Cour de cassation belge. Merci.